Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur C8 et bienvenue dans Voyage au bout de la nuit. Je suis très heureuse de partir en voyage ce soir avec vous à travers un roman de Jane Austen, Raison et Sentiment, un roman publié en 1811, un roman qui distille un parfum de romance étranglé sous les convenances et le rang social. Et oui, à l'époque, quand on aime, on ne le montre pas. On garde ça pour soi, on aime en silence. La retenue conjuguée à la passion, c'est raison et sentiment. Donc cette œuvre de Jane Austen, cet auteur anglais, qui a su conjuguer frivolité, élégance, délicatesse et complexité, je vais y arriver, à merveille. C'est un roman qui est découpé en tranches de vie, tour à tour dramatique ou tendre. Le roman s'articule surtout autour de nos deux héroïnes, Marianne, la jeune idéaliste passionnée, qui vibre à chaque seconde, et Elinor, qui est douce, discrète et bien plus modérée. Alors ces deux sœurs sont très très différentes, mais elles sont unies par une même volonté d'être aimées en retour et de ressentir la passion amoureuse, évidemment, comme tout le monde, et particulièrement comme toute femme. Elinor, par contre, elle n'ose avouer ses sentiments par peur d'être repoussée, alors que Marianne, elle s'en fiche, elle affiche ses sentiments avec passion, sans se soucier du retour de bâton. Et voilà, donc c'est un délice, c'est un bonheur de redécouvrir ce raison et sentiment de Jane Austen, ou Jane Austen, moi je le prononce à l'anglaise parce que je me la pète. Mais replongeons-nous dans notre lecture que nous avons commencé il y a 2 émissions de cela. Si vous souhaitez réagir sur les réseaux sociaux, vous pouvez le faire grâce au hashtag VBN. Maintenant, vous savez tout. Est-ce que vous êtes bien installé dans votre canapé? C'est bon? Je vous souhaite une bonne lecture. On est reparti pour notre 4e chapitre, Raison et sentiment. Quel dommage, Elinor, dit Marianne, qu'Édouard n'ait aucun goût pour le dessin. Pas de goût pour le dessin, répliqua sa sœur. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Il ne dessine pas lui-même, c'est vrai, mais il prend grand plaisir à voir les œuvres des autres et je vous assure qu'il ne manque nullement de goût naturel, bien qu'il n'ait pas eu d'occasion de le perfectionner. S'il avait travaillé, je crois qu'il dessinerait vraiment bien. Il se méfie tellement de son jugement en pareille matière qu'il n'est jamais disposé à le donner. Mais il a un bon sens inné, une simplicité de goût qui le guide, en général, de façon très juste. Marianne eut peur d'être indiscrète et ne dit plus rien sur ce sujet. Mais le genre d'approbation que, d'après Elinor, il donnait aux peintures des autres était aux antipodes de l'enthousiasme délirant qui constituait, à son avis, le critère d'un goût véritable. Cependant, tout en souriant intérieurement de la méprise, elle admirait Elinor pour son aveugle partialité envers Édouard. « J'espère, Marianne, que vous ne le considérez pas comme manquant de goût en général. Du reste, cela me paraîtrait bien impossible, car votre attitude envers lui est parfaitement cordiale. Et si telle était votre opinion, je suis bien sûre que vous ne pourriez jamais le traiter aussi calmement. » Marianne ne savait vraiment que dire. Elle ne voulait à aucun prix blesser les sentiments de sa sœur. Et pourtant, il lui était impossible de parler contre sa pensée. À la fin, elle répliqua. « Ne m'en veuillez pas, Elinor, si l'éloge que j'en fais ne correspond pas exactement au sentiment que vous avez de ses mérites. Je n'ai pas eu autant d'occasions que vous d'observer minutieusement la direction de son esprit, ses inclinations et ses goûts. Mais j'ai la meilleure opinion de sa droiture et de son jugement. Je le tiens pour tout ce qu'il y a de plus digne et de plus aimable. » Il est certain, répliqua Elinor en souriant, que ses meilleurs amis ne pourraient se plaindre d'une pareille appréciation. Et je ne vois pas comment vous pourriez vous exprimer plus chaleureusement. Marianne s'applaudit de voir sa sœur si aisément satisfaite. Pour son intelligence et ses principes, continua Elinor, il est impossible de les mettre en doute lorsqu'on a eu souvent l'occasion de causer avec lui dans l'intimité. C'est seulement sa timidité qui l'empêche de les montrer et le réduit au silence.
Vous en savez assez sur lui pour rendre justice à ses solides qualités de fond. Mais les circonstances ont fait que vous êtes moins au courant que moi de ce que sont ses goûts. Nous nous sommes souvent trouvés ensemble, tandis que vous vous consacriez de la façon la plus affectueuse à notre mère. J'ai eu le loisir de l'étudier longuement, de connaître ses sentiments, de l'entendre exprimer ses opinions sur la littérature et l'art. Et au total, j'ose affirmer que son esprit est fort cultivé. Son amour des livres est très vif, son imagination éveillée, son sens de l'observation juste et correct, et son goût délicat et pur. À mesure qu'on le connaît mieux, on apprécie d'autant plus ses talents, ainsi que ses manières et sa personne. Son abord ne frappe certainement pas à première vue, et on ne le trouve guère intéressant jusqu'à ce qu'on ait fait attention à l'expression incomparable de ses yeux et à la grâce de son maintien. Je le connais maintenant si bien que je le trouve beau, ou du moins, c'est tout comme. Qu'en dites-vous, madame? Qu'en dites-vous, Marianne? Pardon, ça serait étrange qu'elle appelle sa sœur madame, mais à la fois pourquoi pas. Qu'en dites-vous, Marianne? C'est plus approprié. J'en jugerai bientôt de même, Elinor, si, pour le moment, je n'en suis pas au même point de vue que vous. Quand vous me direz de l'aimer comme un frère, je ne verrai pas plus à reprendre à son intérieur que je ne le fais maintenant à ses qualités morales. Elinor ne put retenir un mouvement de surprise à cette déclaration et regretta la chaleur qui l'avait emportée en parlant de lui. Elle avait une très haute opinion d'Édouard. Elle croyait sa sympathie partagée, mais il lui aurait fallu une certitude plus ferme pour se réjouir, sans arrière-pensée, de la conviction de Marianne. Elle savait que, pour Marianne et sa mère, une supposition prenait aussitôt l'allure d'un fait accompli. Pour elle, discerner une chose, c'était l'espérer, et l'espérer, c'était en être sûr. Elle essaya d'expliquer à sa sœur où en étaient véritablement les choses. Je ne songe pas à nier, dit-elle, que j'ai une haute opinion de lui, que je l'estime grandement et qu'il me plaît. Ici, Marianne fut saisie d'indignation. Vous l'estimez? Il vous plaît? Vous êtes sans cœur, Elinor. Bien plus, vous vous en glorifiez. Si vous répétez encore pareille chose, je quitte la place immédiatement. Elinor ne put s'empêcher de rire. Excusez-moi, dit-elle, et tenez-vous pour sûr que je ne songe pas à vous offenser en m'exprimant aussi tranquillement sur mes propres sentiments. Croyez qu'ils sont plus profonds que je ne l'ai dit. Bref, imaginez qu'ils sont égaux à son mérite et qu'on peut soupçonner, espérer même, la réciprocité de son côté sans imprudence ni folie. Mais il ne faut pas aller plus loin. Rien ne m'assure de sa préférence. Et il y a des moments où je puis en douter. Et jusqu'à ce qu'il se soit pleinement déclaré. Oups, excusez-moi, j'ai encore sauté une ligne. Et jusqu'à ce qu'il se soit pleinement déclaré, ça y est, j'ai retrouvé. Jusqu'à ce qu'il se soit pleinement déclaré, il n'y a pas à s'étonner de me voir résister à mon impulsion et refuser d'en croire ou d'en dire plus que ce qui est. Au fond du cœur, j'ai peu de doute. Je n'en ai, pour ainsi dire, pas sur son inclination. Mais il y a d'autres choses à considérer. Il est bien loin d'être indépendant. Nous ne savons pas au juste ce qu'est sa mère. Mais le peu que Fanny nous permet pas d'en penser beaucoup de bien. Et je me tromperais bien si Édouard ne se rend pas lui-même compte des difficultés qu'il rencontrera en voulant épouser une femme qui n'a ni une grande fortune, ni une haute situation. Marianne fut étonnée de voir combien l'imagination de sa mère et la sienne les avaient emportés loin de la réalité. « Il est donc vrai que vous n'êtes pas fiancé, dit-elle. Mais cela ne tardera certainement pas. Je vois cependant deux avantages à ce délai. Je ne vous perdrai
pas tout de suite, et Édouard aura le loisir de mieux adapter ses goûts aux vôtres. Ce qui est tellement nécessaire à votre future félicité. Oh, s'il pouvait être stimulé par votre talent au point d'apprendre lui-même à dessiner, quel délice ce serait! Elinor avait dit la vérité à sa sœur. Il lui était impossible de se croire aussi près de la réalisation de ses rêves que se l'était figuré Marianne. Elle constatait parfois, chez Édouard, un état de dépression qui, s'il ne dénotait pas de l'indifférence, n'était guère plus encourageant. S'il avait conçu un doute sur les sentiments qu'elle éprouvait à son égard, il n'aurait pas été tellement inquiet et n'aurait pas manifesté si souvent un tel abattement. Il était raisonnable d'en chercher la cause dans sa situation qui l'empêchait de donner libre cours à ses sentiments. Elle savait que sa mère ne lui faciliterait sa vie et ne lui donnerait le moyen de fonder un foyer qu'à condition qu'il consente à se conformer strictement aux desseins ambitieux qu'elle formait pour lui. Elinor, devant cette certitude, ne pouvait se sentir à l'aise. Elle était loin de partager l'assurance de sa mère et de sa sœur et de surestimer l'affection qu'elle espérait à Édouard. Et il lui arrivait parfois de traverser des minutes pénibles où elle songeait que tout cela pouvait bien n'être qu'une simple camaraderie. Mais il suffit que Madame Fanny Dashwood s'aperçut des sentiments de son frère pour qu'elle s'en inquiétât. Du coup, par comble d'inélégance, elle en devint impolie. Elle saisit la première occasion venue de faire un affront à sa belle-mère. Elle trouva moyen d'appuyer si lourdement sur le grand avenir promis à son frère, sur la volonté expresse de Madame Ferrars de bien marier ses deux fils, et sur le danger que courait toute jeune fille qui essaierait de l'accaparer, que Madame Dashwood ne put faire semblant de ne pas comprendre, ni prendre sur elle de garder son calme. Elle lui répondit de façon à laisser percer son mépris et résolut aussitôt. Quels que puissent être les inconvénients et la dépense occasionnée par un départ aussi précipité, ne pas laisser une semaine de plus sa bien-aimée Elinor exposée à de telles insinuations. C'est dans cet état d'esprit que la trouva une lettre qui contenait une proposition particulièrement opportune. Il s'agissait de l'offre, à très bon compte, d'une petite maison, appartenant, c'est pas une maison appartement, c'est une maison appartenant, excusez-moi. Il s'agissait de l'offre à très bon compte d'une petite maison appartenant à un de leurs cousins. Un gentleman bien posé et riche, propriétaire dans le Devonshire. On va dire comme ça. La lettre émanait de lui-même et était conçue dans l'esprit le plus amical. Il se rendait compte qu'elle était à la recherche d'une habitation. Et quoiqu'il n'eût qu'un simple cottage à lui offrir, il l'assurait qu'il était prêt à faire tous les arrangements qu'elle voudrait si la situation lui plaisait. Il la pressait vivement, après lui avoir décrit en détail la maison et le jardin, de venir avec ses filles à Barton Park, sa propre demeure, afin qu'elle puisse se rendre compte elle-même si Barton Cottage, car les deux maisons étaient sur la même paroisse, pourrait, avec quelques changements, lui convenir comme résidence. Il paraissait réellement désireux de les satisfaire, et toute sa lettre était d'un style si amical qu'elle ne pouvait manquer de faire plaisir à sa cousine, au moment surtout où elle avait à souffrir de l'absence de sympathie et de la froideur qu'elle rencontrait chez des parents bien plus rapprochés. Elle ne prit pas le temps de réfléchir et de s'informer. Sa résolution fut arrêtée dès qu'elle eut lu la lettre. La situation de Barton, dans un comté aussi éloigné du Sussex que le Devonshire, aurait suffi quelques heures plus tôt à lui faire dédaigner tous les avantages de cette proposition. C'était maintenant une raison majeure pour l'accepter. Perdre le voisinage de Norland n'était plus un malheur. Elle ne souhaitait maintenant que cela.
C'était une bénédiction à côté de la perspective horrible de continuer d'être hôte de sa belle-fille. S'éloigner pour toujours de cette demeure chérie serait moins pénible que de l'habiter, ou même d'y aller en visite, tant qu'une pareille femme en serait la maîtresse. Elle écrivit immédiatement à Sir John Middleton pour le remercier et lui dire qu'elle acceptait. Et elle s'empressa de montrer les 2 lettres à ses filles afin d'avoir leur approbation avant d'envoyer la sienne. Elinor avait toujours pensé qu'il serait plus sage pour elle de s'installer à quelque distance de Norland plutôt que dans le voisinage immédiat de ses possesseurs actuels. De ce chef, par conséquent, elle n'avait pas à s'opposer à l'intention que manifestait sa mère de se retirer dans le Devonshire. Et la maison de plus, telle que la décrivait Sir John, était d'une telle simplicité, avec son modeste verger, qu'aucune objection ne se présentait de ce côté. En conséquence, quoique ce plan ne la charmât pas autrement, quoique l'éloignement de Norland fût cependant bien plus grand qu'elle ne l'aurait souhaité, elle ne fit rien pour dissuader sa mère d'envoyer sa lettre d'acceptation. La lettre ne fut pas plus tôt partie que Madame Dashwood se donna le plaisir d'annoncer à son bon-fils et à sa femme qu'elle avait trouvé une maison et qu'elle ne les gênerait pas au-delà du temps qui serait nécessaire à son installation. Ils furent surpris. Madame John Dashwood ne dit rien, mais son mari exprima poliment l'espoir qu'elle ne se trouverait pas trop loin de Norland. Elle éprouvera une grande satisfaction en répliquant qu'elle allait dans le Devonshire. Édouard se tourna brusquement vers elle en entendant ces mots, et d'un ton où se mêlaient la surprise et la douleur, et qui ne la surprit pas, répéta « Le Devonshire ? Allez-vous vraiment là-bas ? Si loin d'ici ? Et dans quel endroit ?» Elle expliqua la situation à 4 milles au moins d'Exeter. C'est un simple cottage, continua-t-elle. Mais j'espère que je pourrai y accueillir beaucoup d'amis. On pourra facilement ajouter 1 ou 2 pièces. Et si mes amis n'éprouvent pas de difficulté à faire un si long voyage pour venir me voir, je suis sûre que je n'en aurai aucune pour les recevoir. Elle conclut sur une très aimable invitation à Monsieur et Madame John Dashwood et fit la même offre à Édouard avec encore plus d'amabilité. Sa dernière conversation avec sa belle-fille l'avait décidé à ne pas rester à Norland que le moins de temps possible, mais n'avait pas eu le moindre effet quant au but poursuivi par son interlocutrice. Séparer Édouard et Elinor était moins que jamais dans ses vues. Et cette invitation au frère de Madame John Dashwood tendait à montrer à quel point les paroles de celle-ci avaient eu peu d'effet sur elle. Monsieur John Dashwood dit et répéta à sa belle-mère à quel point il était fâché qu'elle eût choisi sa résidence si loin de Norland, ce qui l'empêchait de l'aider pour son déménagement. Il en était réellement contrarié, car c'était précisément le service auquel il avait limité l'accomplissement de sa promesse à son père, et cet arrangement le rendait impossible. Le mobilier fut expédié entièrement par eau, et il consistait principalement en linge de maison, argenterie, vaisselle et livres, et un beau pianoforte appartenant à Marianne. Madame John Dashwood vit partir les paquets avec un soupir. Elle ne pouvait s'empêcher de trouver dur qu'avec une fortune aussi insignifiante, à côté de la leur, Madame Dashwood put posséder d'aussi belles choses. Madame Dashwood loua la maison pour 1 an. Elle était toute meublée et on pouvait en prendre possession immédiatement. Aucune difficulté ne s'opposait à la location et elle attendait seulement pour partir vers l'ouest, d'en avoir fini avec ses paquets à Norland et d'avoir arrêté ses domestiques. Et cela fut bientôt fait car elle déployait une activité extraordinaire dès qu'une chose l'intéressait. Les chevaux laissés par son mari avaient été vendus après la mort de celui-ci.
Et une occasion se présentant pour la voiture, elle accepta de la vendre aussi, sur le pressant conseil de sa fille aînée. À cause de ses enfants, si elle avait suivi son inclination, elle l'aurait gardée. Mais la sagesse d'Elinor prévalut. Cette même prudence limita aussi le nombre de leurs domestiques à 3. 2 femmes de chambre et un homme, qu'on eut vite fait de choisir parmi ceux qui avaient fait partie de leur personnel à Norland. Le domestique et l'une des servantes partirent immédiatement pour les Devonshire afin de préparer la maison en vue de l'arrivée de leur maîtresse. En effet, Lady Middleton étant entièrement inconnue de Madame Dashwood, elle préférait s'installer immédiatement dans le cottage plutôt que de descendre à Barton Park. Elle se fiait si bien à la description que Sir John lui avait faite de la maison qu'elle n'avait pas la curiosité de la voir par elle-même avant d'y entrer comme chez elle. Son empressement à quitter Norland était entretenu par l'évidente satisfaction que cette décision causait à sa belle-fille, satisfaction que celle-ci essaya faiblement de dissimuler par une froide invitation à retarder son départ. C'était maintenant le moment pour son beau-fils de tenir la promesse faite à son père. Puisqu'il n'avait rien fait au moment où il avait pris possession de la maison, leur départ devait paraître l'instant tout indiqué pour l'accomplir. Mais Madame Dashwood commença bientôt à abandonner tout espoir de ce côté. Elle comprit en effet, par le tour général de la conversation, que son effort n'irait pas plus loin que l'hospitalité qu'il venait de leur donner pendant 6 mois à Norland. Il parlait si souvent de l'augmentation de ses frais domestiques et des incroyables dépenses auxquelles était exposé un homme d'une certaine situation, qu'il donnait plutôt l'impression d'un monsieur à court d'argent que de quelqu'un prêt à en donner. Très peu de semaines après la première lettre de Sir John Middleton, tout était prêt dans leur future demeure, et Madame Dashwood et ses filles pouvaient se mettre en route. Ce ne fut pas sans répandre beaucoup de larmes qu'elles firent leurs adieux à une demeure aussi chérie. « Chère Norland », disait Mariade en se promenant seule devant la maison. « Le dernier soir, quand cesserai-je de te regretter? Comment pourrais-je me sentir chez moi ailleurs? Oh, heureuse maison! Peux-tu savoir ce que je souffre en te regardant de cet endroit d'où, peut-être, je ne te verrai plus jamais? Et vous, mes arbres familiers, mais vous resterez les mêmes. Pas une feuille ne tombera à cause de notre départ. Et pas une branche ne restera immobile. Parce que nous ne serons plus là pour vous voir. Non, vous resterez bien les mêmes, ignorant le plaisir ou le regret dont vous êtes cause, et insensible au changement de ceux qui se promènent sous votre ombre. Mais qui donc restera pour vous admirer? Et voilà, c'est la fin du chapitre 5 du roman de Jane Austen, ou Austen, si on le prononce à la française, paru en 1811, Raison et sentiment. Je vous propose de se retrouver un petit peu plus tard pour la suite de cette lecture. En attendant, je vous souhaite une belle nuit si vous allez vous coucher, ou une bonne journée si vous commencez la vôtre. Salut, à bientôt.